Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Slow Marketing. Aujourd'hui, j'accueille Pauline Erali, CEO de l'agence R. Pauline, comment vas-tu ? Mais très bien. Pauline, je vais remettre juste rapidement le contexte de notre rencontre. On s'est rencontrés il y a quelques mois parce que j'ai donné un atelier écriture inclusive auprès de toute ton équipe. Yes. Et pour moi, ça a été un peu un déclic parce que j'ai jamais travaillé en agence. J'ai fait quelques missions très courtes, mais je veux dire, sur toute ma carrière, c'est rien du tout. Et ça a été un déclic parce qu'en discutant avec tes équipes de comment ils allaient appliquer ce que je leur montrais pendant cet atelier écriture inclusive, je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que là, je suis en train de former juste une agence. Ouais. Mais il y a un impact sur plein de clients potentiels et surtout des gros clients. Je vais pas citer L'effet les noms, ricochet. mais l'effet ricochet était vraiment impressionnant, enfin important ça m'a fait poser plein de questions sur le rôle des agences. Qu'est-ce qu'une agence engagée ? Parce que c'est comme ça que se décrit R. Donc voilà, c'est un peu le contexte de cet épisode. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'agence ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Pauline Erali, j'ai 35 ans et je suis depuis 2 ans la CEO de l'agence R Bruxelles, qui est donc une agence indépendante, créative et engagée, basée à Bruxelles et créée à Bruxelles. Donc voilà, en 2-3 mots peut-être le background. Donc ça fait 10 ans que je suis dans cette agence. Je fais d'ailleurs ma 10e année cette année, donc petit anniversaire pour moi, que j'ai rejoint. Donc j'ai commencé, je suis plutôt sales à la base, donc plutôt commercial, account exec, puis j'ai monté un petit peu, gravi les échelons pour arriver à l'opportunité qui m'a été proposée, vraiment, il y a 2 ans, de reprendre l'opérationnel et les rênes de l'agence avec Arnaud Bailly, qui est mon directeur créatif, donc en co-business partner, voilà. Et donc voilà, ça c'est un peu le topo. Et puis à côté de ça, donc l'agence R est une agence, comme je disais, indépendante. Ça c'est un point qui est très important, je pense, dans le secteur de l'agence. En tout cas aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont 100% indépendantes. Et ça nous donne aussi une latitude et une flexibilité qui est importante au quotidien et qui a un impact aussi sur tout ce qu'on essaye de mettre en place et l'impact final qu'on veut avoir. Ça nous donne le bénéfice de pouvoir choisir ce qu'on fait, créative, parce que c'est notre core business. Donc on est là pour être créateur d'idées, on propose des idées fortes au quotidien pour faire bouger les lignes. Et du coup, en effet, l'engagement, ça c'est un peu transversal au final sur tout ce qu'on fait, que ça aille de la stratégie au branding. On cherche toujours une manière d'avoir un impact aussi grand puisse-t-il être sur les gens, la société, les marques, la planète in fine. Voilà. Tu me disais en préparation que l'agence R a du coup plus de 30 ans. Ouais. Et toi, ça fait plus de 10 ans que tu es dans cette agence. 10 ans, c'est Ouais, 10 ans. Est-ce que l'agence, c'est toujours... j'ai 2 questions. Est-ce que l'agence est toujours considérée comme engagée et comment est-ce que cet engagement a-t-il toujours été le même ? Et toi qui es là depuis une décennie, comment tu l'as vu évoluer ? Oui, tout à fait. Alors clairement, il a toujours été là. Ça, c'est la première réponse à donner, clairement. Depuis la fondation, Eric, ça a toujours fait partie de son envie, c'est d'amener un peu sa pierre à l'édifice. Donc l'engagement, ça a toujours fait partie de l'ADN de l'agence. Mais évidemment, l'engagement il y a 30 ans, c'est pas le même que l'engagement actuellement, je pense. Il y a des contextes qui sont différents. Il y a 30 ans, on était déjà, comme je disais, engagés, mais ça se faisait surtout par rapport à des ONG. Donc on travaillait beaucoup, on a travaillé pendant 25 ans pour Amnesty International, plus de 25 ans d'ailleurs aussi sur CAP 48, donc à l'insertion des personnes porteuses de handicap, Amnesty donc pour les droits internationaux. On a travaillé pour la Ligue cardiologique belge, donc pas mal d'NGO pour qui on a travaillé de manière complètement gratuite, donc pro bono. Pendant toutes ces années. Et ça, c'était un peu le penchant finalement engagé qu'on portait et qui nous tenait à cœur. Et puis à côté, il y avait tous les clients, un peu, on va dire, les clients classiques, lucratifs, pour qui on travaillait. Alors, en gros, le deal, c'était un peu, on accepte... Au final, on ne travaille pas pour n'importe qui. On n'a jamais travaillé pour n'importe qui. On n'a jamais travaillé pour des marques de cigarettes ou ce genre de choses, alors qu'il y a 30 ans, c'était potentiellement aussi pas mal au centre des débats. Mais donc, on a toujours quand même choisi des clients avec qui il y avait un fit, même historiquement. Juste que le deal, c'était, même s'ils ne sont pas toujours 100% clean ou 100% nickel dans leur engagement, c'est pas grave. À côté, on investit aussi ce temps qu'on peut gagner grâce à ça
à notre cause, aux causes qu'on défendait avec les NGO avec qui on travaillait. Donc c'était un petit peu cette situation double dans laquelle on se trouvait historiquement. Alors même si j'étais pas là, il y a 10 ans, je la vivais encore. Ouais. Donc c'est pas si vieux, je vais dire. Ouais, j'allais dire, quand est-ce que s'est fait ce shift Mais je pense honnêtement, c'est plutôt dans les 5 dernières années que ça s'est vraiment capitalisé. Covid, pour pas le dire à chaque fois le mot buzzword, mais ça a quand même aussi actionné certaines choses, déjà parce qu'on a eu l'occasion de le faire, mais j'en reparlerai juste après. Donc ouais, quand j'ai commencé, c'était encore ce grand écart, au final, était déjà présent quand j'ai commencé il y a 10 ans, ou encore présent quand j'ai commencé il y a 10 ans. Ce grand écart, Eric parle toujours de ça. C'est un peu ce truc, c'était un peu schizophrène, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouvais un petit peu à travailler sur des campagnes un peu classiques, pas toujours vraiment avec des notions ou des messages très, très, très forts, ou très pleins d'impact. Et puis à côté, on remontait un peu les valeurs, on va dire, sur les NGO. Donc c'était très chouette et c'était très bien qu'on le fasse et tout le monde ne le faisait pas. Mais c'était pas pérenne de travailler comme ça. Et en tout cas, on voulait pousser nos valeurs un peu plus loin. Et donc, très récemment, il y a 5 ans, justement, plus ou moins, on s'est dit, OK, comment est-ce que maintenant on peut essayer d'amener plus de cet impact aussi chez le reste de nos clients, parce qu'au final, les marques peuvent et doivent aussi avoir un impact énorme sur les gens. Ils sont dans la vie des gens au quotidien. Donc, c'est important de les utiliser à bon escient. Et donc, c'est aussi un gros canal, finalement, pour nous aussi dans l'environnement. Et donc, on s'est dit, OK, si on veut aller pousser ça, comment ça marche ? Du coup, ça se pose des questions. Comment tu rends ça viable ? Comment tu rends ça concret ? Comment tu rends ça crédible aussi ? Parce qu'on reste une agence publicitaire, donc l'éthique et la publicité, c'est pas toujours ce qui va de soi. Donc, comment est-ce qu'on rend tout ça concret ? Et clairement, c'était un gros challenge. Donc, il nous a fallu un petit peu structurer tout ça. Et c'est là que Bicorp est vraiment arrivé pour nous aider à donner une structure. On ira, je pense, après plus en détail dans le quoi, le comment. Mais ça nous a permis un peu de structurer finalement la manière dont on voulait aborder ça. Et pour se retrouver 5 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant avec de l'engagement ou des pistes d'engagement chez tous nos clients. On se demandait, c'est quoi l'engagement ? Ça dépend de chaque client, de chaque business. C'est-à-dire qu'on a des clients dans le bancaire, ça va être dans l'éducation à la finance, ça va être dans des topics de proposer des produits banquiers aussi plus accessibles. C'est vraiment toutes des thématiques qui sont vraiment liées à plutôt l'éducation. Et puis après, tu vas aller dans un autre pôle qui est plutôt dans du retail ou dans des produits de consommation. Là, ça va être dans comment est-ce qu'on produit ça de manière plus durable, comment est-ce qu'on utilise les déchets pour faire quelque chose après, derrière, dans la production. Donc, c'est toutes des discussions aussi bien de fond que de forme, mais qu'on a avec nos clients et que surtout, on aide à communiquer. Parce qu'au final, c'est ça qu'on fait, nous, derrière. C'est-à-dire qu'on engage un peu la réflexion de la durabilité chez eux, mais on essaie aussi de la tirer sur un aspect communicationnel. Et donc, chaque client a un peu son trajet d'impact personnel, interne et externe, qu'on aide à un peu nourrir au quotidien. Et aujourd'hui, donc, pour avoir ces clients engagés ou sur une piste d'engagement, c'est quoi vos critères ? Alors, il y en avait beaucoup. Du coup, il a fallu aussi faire un tri. Mais Bicorp, encore une fois, déjà définit certains critères quand même de typologie de business qui sont un peu OK ou pas OK. Donc, encore une fois, dans tous ces business un peu no-go, t'as tous les trucs un peu de le porno, les jeux de hasard, les cigarettes, toutes ces choses-là, ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on n'ira jamais. Clairement, ça c'est souvent aussi, on nous pose la question de dire ok, mais si un Total Energy vient chez vous avec un gros pactole d'argent, qu'est-ce que vous faites ? C'est pas dans nos valeurs. Concrètement, c'est pas dans nos valeurs. Donc oui, choisir c'est renoncer aussi. Donc ça fait partie de ça. Après, il y a un énorme spectre de clients à côté qui sont pas dans ces trucs extrêmes-là et dans lesquels il faut pouvoir choisir. Bon, déjà avant, on a créé une charte client, interne et externe aussi, parce que c'est pas que nos clients sur lesquels on a cette importance de fit de valeur, c'est sur toutes les personnes dans la chaîne avec qui on travaille. Donc ça va de nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients. Tout ça, c'est des gens avec qui on travaille au quotidien. Donc, il fallait qu'on ait cet alignement dans les valeurs. Donc, cette charte, elle comprend un peu tout ça. Mais des fois, avant même d'arriver à cette charte,
on a quand même deux gros critères, je pense, qui sont importants chez nous à l'agence. Dans un processus un peu classique de tu rencontres des clients, prospection, t'as un meeting. Souvent, le premier meeting, on sort de là et on se regarde et on se dit, OK, est-ce qu'ils ont coché les 2 cases prérequises à une discussion et à une collaboration? Et ces 2 cases, c'est quoi? C'est le fit humain. Quel que soit le projet que tu entames avec quelqu'un dans ta vie, toi personnellement, s'il n'y a pas un alignement et un fit humain avec la personne en face de toi et que tu te dis je ne vais pas pouvoir travailler avec cette personne ou je vais pouvoir travailler avec cette personne, ça va changer l'outcome du projet. Donc ne pas avoir un fit humain, pour moi c'est déjà très compliqué d'avancer. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a une envie de mieux? Donc, est-ce que cette personne, en tout cas, émet une envie de faire quelque chose, mais pour des vraies raisons, pas juste parce qu'en fait, il faut que je sois, fit avec CSRD et qu'en fait, c'est une obligation et qu'en fait, j'y crois pas vraiment. Tu le sens directement. Tu sens directement les clients en face qui en fait, font pas ça pour les vraies raisons. Donc, cette envie de mieux, où que tu sois sur l'échelle d'ailleurs, parce qu'on a souvent des clients où on arrive et ils nous disent « Oui, mais on n'a encore rien en place, quoi ». C'est pas grave, ok. La question, c'est de dire, est-ce que vous avez envie de vous mettre dans le trajet et de penser pas à ce que vous faites pas maintenant, mais à ce que vous ferez après. C'est ça l'objectif. Et s'il y a un oui et si on sent qu'il y a une envie, mais qu'ils savent juste pas comment, là, ça commence un vrai travail, un vrai truc chouette. Donc, ce fit humain et cette envie de mieux, c'est le prérequis. Et puis après, en effet, il y a cette charte dans laquelle on va plus en profondeur dans les valeurs, ce qu'on attend de chaque personne au quotidien à l'agence, diversity and inclusion. Ça passe par plusieurs gros topics, finalement, dans cette charte. Et je me demandais, est-ce que vous avez une phase de transition où, du coup, peut-être des anciens clients qui ne répondaient plus à cette charte, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a eu un tri, C'est un peu ça, je veux dire, voilà. Alors clairement, il y a eu de tout, c'est-à-dire que tu as eu aussi bien des clients qui sont arrivés. Ça, c'est quand même déjà commencé par le positif. Il y a eu beaucoup de clients qui sont arrivés chez nous aussi. On était déjà bien axés dans cet engagement dans le secteur, certes, mais quand on est arrivé avec cette certification B Corp, et on était une des premières agences vraiment, parce qu'il y a d'autres entreprises évidemment dans le monde qui avaient cette certification, mais une première agence qui arrivait avec ces certifs, ça a juste acté, je pense, dans la tête de beaucoup que, ok, il y a de l'expertise et il y a de la crédibilité. Donc, clairement, ça nous a amené aussi des prospects qui sont arrivés en se disant « Ok, voilà, je veux avoir l'aide de quelqu'un qui sait m'aider à trouver les bons mots, à trouver les bonnes images, trouver les bonnes manières de communiquer sur mes engagements et m'aider à les encapsuler dans quelque chose de plus concret. » Donc, on a eu des clients qui sont arrivés avec ça. On a eu des clients qui se sont dit « Mais c'est super, qu'on avait déjà... » C'est super, en fait, ils vont aussi pouvoir faire ça pour nous, donc c'est génial. On va pouvoir aller plus loin. Ouais, et en général, on savait déjà, tu vois, plus ou moins qui allait être ses clients. Et clairement, il y en a chez qui ça ne pouvait plus fitter, entre guillemets, mais on n'en avait pas... Il n'y a pas eu vraiment un écrémage en disant « Ok, c'est ceux-là, plus possible du tout », parce que, comme je disais, on n'a jamais choisi des business en face qui répondaient pas du tout à un certain aliment de valeur. C'est juste qu'on n'avait pas mis les mots, je crois, concrètement sur ce que ça voulait dire. Et ce qu'on cherchait comme business en face. Mais on a eu certains clients pour qui en fait la collaboration s'est un peu étiolée et où on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'alignement avec ça, ou même des fois que pour nous, de notre côté, où on s'est dit les équipes ne trouvent plus leur alignement là-dedans, on n'a plus de briefings qui font sens, ça n'a plus de sens pour nous qu'on continue. Et c'était souvent dans l'accord commun au final, donc encore une fois dans la communication et dans la bienveillance. mais oui, ça a certainement fait un tri, je pense, de toute façon. C'était normal. Puis je trouve aussi, mon expérience en tout cas en freelance, c'est qu'à partir du moment où j'ai assumé vraiment ouvertement et publiquement mes engagements, j'attire aussi des clients qui sont d'accord avec mes engagements. Et j'ai eu plusieurs fois des remarques de mon entourage d'amis ou quoi en mode... Ouais, j'ai vu passer ton post LinkedIn sur tel sujet, dis donc tu vas pas de main morte, genre t'as pas peur de... Et j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec une freelance qui se disait engagée, mais qui me disait je veux pas dire que je suis féministe parce que j'ai peur des conséquences de l'étiquette, Exactement. Et en fait, moi au contraire, pas du tout. J'ai certainement perdu des clients potentiels, mais c'est des personnes avec qui j'avais pas vraiment envie de travailler, quoi. Parce que voilà. Moi, aujourd'hui, je te rejoins totalement sur les critères, le fit humain et l'envie d'eux. Et aussi, le troisième que j'ai, c'est du coup, j'ai une confiance de mes clients sur... Exactement. On ne va pas faire comme tout le monde, parce qu'il y a plein de choses de marketing digital que je refuse de faire aujourd'hui, de stratégies qui sont plus RGPD compliant, etc., et qui sont pourtant la norme.
Mais par contre, vous allez me faire confiance et on va arriver à des résultats aussi bons, voire mieux que si on les avait fait, quoi. Ouais, complètement. Donc, ouais. Non, c'est sûr. Et pour appuyer aussi là-dessus, parce qu'on se demande, ça fait un tri sur les clients, mais pas que. Ça a fait un tri aussi potentiellement sur les collaborateurs. Ah oui. C'est-à-dire que de la même manière pour les clients, ça a fait la même chose chez les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés aussi à toquer à la porte chez nous en disant, en fait, c'est ça que je cherche, parce qu'un non-alignement des valeurs dans ce métier, c'est très vite là, quoi. Tu vois, faire des campagnes un petit peu sans nom pour des gros clients. Et c'est une grosse crise du secteur aussi. C'est une énorme crise du secteur. Une crise du sens énorme. Ouais. Chez les 35+, mais chez les 25+, c'est même pas, en fait, ils le considèrent même plus. Ça, c'est un vrai truc. Hein. La fuite des talents actuels, c'est un gros truc. Donc, ça, en fait, j'ai trouvé ça tellement frais, personnellement, tu vois, de me dire que pour moi-même et du coup pour les autres, on arrivait à faire un peu rallier ce grand écart justement en question et de se dire, OK, c'est possible de faire du travail publicitaire qui ait un impact et qui soit en lien avec les valeurs que chacun peut porter, quoi. Et ça, quand tu arrives à faire ça, vraiment, ça, tu vois, ça fait du bien, quoi. Donc, sur les collaborateurs aussi, on a eu beaucoup d'arrivées aussi de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, aussi, qui étaient attirés par ça. Donc, c'est un cercle positif. Ouais. Donc, tu disais juste avant que vous êtes aujourd'hui certifié B Corp. Ça fait combien de temps ? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça signifie concrètement Ouais. Pour remettre peut-être d'abord un premier contexte, en effet, ce que je disais, on a passé le cap, on va dire, de cette certification ou de l'envie de se structurer il y a 5 ans pendant le Covid, parce que clairement, notre secteur a connu une petite crise à ce moment-là. Hein. Ça a un petit peu... tout s'est arrêté du jour au lendemain. On s'est retrouvé un petit peu sans rien, sans travail. Et on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on utilise notre temps à bon escient. Et en fait, est venu sur la table le principe de dire, OK, comment est-ce qu'on peut pousser du coup un peu cet engagement plus loin pendant qu'on a le temps de le faire maintenant. Et très vite, une certification est venue autour de la table, le principe d'une certification, parce que ça allait nous aider, comme je disais, à nous structurer. Et très vite, B Corp est venu parce que renommée internationale, parce que très transversale. Toutes les certifications ne prennent pas, par exemple, le point de vue social en compte. Là, c'était vraiment sur les 3 critères ESG que ça s'appuyait. Donc, c'était très important pour nous. Aussi, de gouvernance, pardon. Ouais. Donc, ça, c'était très important aussi pour nous. Donc, c'est vraiment transversal. Donc, on s'est dit, OK, on va foncer là-dedans. Et donc, B Corp, pour remettre un peu le truc. Donc, c'est une certification qui est octroyée à des entreprises, tout type d'entreprise, qui montre patte blanche ou qui prouve un certain nombre d'engagements et d'initiatives prises dans tous ces critères, que ce soit environnemental, économique, de gouvernance, de people, etc. Et donc, tu as plein de questions à laquelle tu réponds un peu pour passer autour de ça. Donc, ça nous a mis quand même 2 ans. Ah oui. 2 ans au moment où on s'est dit OK, on commence, et le moment où on a été certifié, ça a mis 2 ans. Beaucoup d'investissement de temps, beaucoup d'investissement du personnel, mais ça a vraiment, je vais pas dire, chaque fois je dis ça a tout changé, et chaque fois je me dis est-ce que c'est, mais oui, ça a vraiment finalement changé beaucoup. Ça nous a permis de mettre en place des choses concrètes, donc des politiques éthiques qu'on n'avait pas vraiment actées, une politique de gouvernance interne, changer les statuts, changer les rôles description de chaque personne pour intégrer cette notion de valeur, cette notion d'impact et ce que ça veut dire au quotidien, mettre en place un budget mobilité qu'on n'avait pas encore en place à 100% et qui a permis aussi de shifter la manière dont on utilise nos voitures ou justement pas nos voitures au quotidien dans l'agence. Donc, c'est plein de choses, de politiques aussi très concrètes. Et tout ça, l'idée par les gens. Parce qu'en fait, il y a une core team qui s'est mise en place au sein de l'agence. Et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a eu sa pierre à mettre à l'édifice. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à l'interne d'abord, parce qu'après, il y a eu le rayonnement externe, mais à l'interne, ça a permis à ce que chacun puisse aussi exprimer en quoi, lui, ses propres valeurs pouvaient être mises au service de l'agence et du coup, après, au service de nos clients. Il y a vraiment cet effet répercussion qui était hyper chouette. Donc, chacun a un peu pu... Il y en a quelqu'un qui se dit « Ok, moi, je veux vraiment l'idée la partie HR, je veux vraiment avoir un poids sur cette politique éthique ou réécrire le règlement de travail. » Super. J'ai une de mes copywriters, c'est elle qui a écrit la charte client parce qu'elle voulait se projeter aussi là-dedans.
J'ai eu quelqu'un d'autre qui s'est occupé plus du volet, volontariat, parce qu'on a tout un pilier maintenant de volontariat mis en place à l'agence. Le temps que chacun peut donner à du volontariat, ce que ça veut dire aussi pour l'agence. Donc, chacun avait un peu ces petits piliers de changement qui ont pu vraiment de manière très transversale toucher à tout dans l'agence. Donc ça a vraiment transformé. Du coup, ça ouvre aussi des portes des fois c'est porte sur porte sur porte que ça ouvre. Donc, il faut être prêt à ça en tant que business aussi, à se dire, si on le fait, il faut être prêt à se réinventer. Ouais. Et ça, c'est important. Mais ouais, c'est vraiment un travail transversal. Jusqu'au moment où tu arrives à la certification, tu es certifié et puis après, ça ne s'arrête pas. Parce que comme je le disais, c'est un mouvement. Donc, une fois que tu rentres dans le principe de Bicorp, tu ne peux que faire et que évoluer, quoi. Okay. Tu ne peux pas stagner, tu peux pas redescendre non plus. Donc, tu as des points à la fin. Et 3 ans après, chaque fois, tu es recertifié. Donc, un peu comme une étoile Michelin, tu vois, d'un resto. Si tu ne prouves pas que tu continues à mettre ces standards en place, il y a un moment donné où tu risques de la perdre. Donc, c'est vraiment tout ce principe de continuer à évoluer systématiquement. Là, on est dans la recertification, 3 ans plus tard. On avait, pour ceux à qui ça parle, 86 points à la première certif. Là, on vise 105 points. Donc, on a augmenté le nombre de points, donc le nombre finalement l'impact qu'on peut avoir et les choses qu'on a mises en place à l'agence. Et donc voilà, c'est du mouvement et c'est de l'augmentation continue. Ce qui est assez chouette là-dedans aussi, dans ce framework, c'est que ça te permet d'être continuellement en évolution et ça te donne le contexte et la structure pour le faire. Donc ça, c'est très chouette. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette envie de mieux que tu recherches chez tes clients, finalement, tu l'as aussi chez toi en interne. Ouais, obligé. Et tu as des exemples concrets de changements ou de décisions stratégiques qui ont été prises pour cette certification ? Il y en a plusieurs, hein, évidemment, mais je pense qu'il y en a un premier qui touche vraiment à notre business. Et ce qu'on fait, c'est-à-dire que dans la certif, à un moment donné, tu as tout ton volet environnemental et donc tu fais notamment ton calcul CO2, donc de ton empreinte carbone, que tu réduis au maximum. Hein, c'est toujours un peu la même manière. Tu calcules, tu réduis, et puis ce que tu ne sais pas réduire, tu essayes de le neutraliser, en tout cas, hein, de le compenser dans des brevets, etc. Donc, tu le fais pour ton agence, donc pour toi en tant que business. Donc, on a fait ce calcul et puis on s'est dit, à un moment donné, dans ce calcul, ça prend tout en compte. Le pilier 1, donc c'est vraiment ton électricité, ta flotte de voitures, tes gens. Et puis après, tu vas plus loin dans le process, tu te dis, OK, mais alors ce qu'on fait au quotidien, c'est quoi ? C'est des campagnes. Et donc là, on s'est regardé, on s'est dit, OK, mais alors en fait, il faut qu'on puisse calculer ça aussi. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, personne ne le faisait et que c'est là qu'il y avait le plus d'impact concrètement au quotidien. Enfin, d'impact négatif, d'utilisation de CO2. Et donc là est venue toute la réflexion de dire, OK, peut-être que c'est dans ça qu'on doit aller aussi. Et donc, il n'y avait pas d'outils qui étaient en place qui vraiment arrivaient à encapsuler tout ce qu'une production prend en compte, parce que petite parenthèse, une production dans une agence de publicité d'un film pour un spot TV, en fonction du film, tu as plein de choses en main. Tu as du décor, tu as des gens, tu as des transports parce que tu dois aller shooter à tel endroit, tu as du matériel informatique, tu as des écrans, tu as du montage que tu dois faire après, etc. Donc tu as plein de choses assez diverses, c'est-à-dire que tu peux avoir loué une voiture pour un spot ou faire venir 2 chiens sur le set parce que tu as besoin d'enregistrer des chiens. Bref, c'est très variable. Donc, il a fallu essayer de trouver un moyen d'encapsuler tout ça. Et donc, c'est avec notre partenaire CO2 Logique, à l'époque, qu'on a décidé de créer un outil de calcul d'émissions de campagne. Et donc, cet outil a vu le jour chez R, il s'appelait le Campaign Neutralizer, et il a été donné au marché, parce que c'est un peu aussi toute la dynamique de Bicorp, c'est que toute bonne initiative doit être donnée au secteur. Et j'adore d'ailleurs ce principe de non-concurrence, tu vois, ça, je trouve ça génial. C'est très compliqué pour certaines personnes, je l'entends. Moi, je trouve ça génial. Si j'ai quelque chose de positif qui marche chez moi, autant que ça marche chez les autres, quoi. Comme tu disais, effet ricochet, si ça marche, autant que tout le monde en tire parti aussi. Et donc, on a donné cet outil au secteur et maintenant, il est live, il est gratuit pour toutes les agences et il s'appelle Come to Zero. Et donc, chaque agence production ou agence créative peut, dedans, avec pas mal de critères, hein, tu vas vraiment dans tous les détails, calculer finalement l'impact de ces campagnes. Et donc, on le fait pour tous nos clients au quotidien. Et ça nous permet d'avoir une vision aussi de comment est-ce qu'on peut réduire l'impact de toutes ces campagnes. Et donc, ça passe par plein de choses,
shooter plus local. On le remarque maintenant, on shoote plus jamais à l'étranger. Ouais. On shoot tout à Bruxelles ou en Wallonie, enfin, je dirais en Belgique. On va en pick-up team, on va en train, nos clients vont en train, on shoot, on limite la quantité de personnes qui vont sur shoot. C'est plein de petites best practices comme ça qu'on a finalement gagné au quotidien là-dessus. Mais qui venait de cette réflexion-là à la base. Donc ça, c'est un vrai gros impact, je pense, que ça a créé. Voilà, et puis je crois un second, c'est ce fameux plan volontariat qui, moi, me tenait vachement à cœur. Parce que ça venait aussi de cet ADN, on a travaillé pour des NGO, mais on faisait que la partie, finalement, com. Ouais. Et c'était déjà très bien, mais moi, j'ai travaillé presque 6 ans aussi sur Amnesty quand j'étais encore directrice client. Et c'est difficile de travailler pour ses clients et de ne pas vraiment t'embarquer dans la cause, quoi, et de vouloir aller plus loin là-dedans. Et je trouvais ça dommage de ne se limiter qu'à ça. Donc, on a un petit peu agrandi finalement ce processus-là de volontariat où on le fait un peu en 3 étapes maintenant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une NGO qui arrive, on a 3 grands moments de partage avec eux. On l'a fait maintenant récemment avec Kick Cancer, donc qui est un organisme qui aide à faire de la collecte de fonds pour la recherche pour le cancer pédiatrique, parce que c'est pas du tout adapté à l'heure actuelle, les médicaments pour les enfants qui souffrent de cancer. Bref, donc on a rencontré Kick Cancer, ils avaient besoin d'aide, et donc on a fait ce processus en 3 étapes. Le premier, c'est un lunch and learn, donc on se pose avec toute l'agence et on écoute les personnes de chez Kick Cancer, la fondatrice, une personne qui est sur le terrain, qui parle de la problématique. C'est quoi le problème ? C'est quoi les grands axes de travail qu'ils ont actuellement, les grands challenges, les grandes envies. Et toute l'agence est là pour l'entendre. Ça, c'est vraiment important, parce que du coup, on s'informe aussi tous là-dedans. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est qu'on s'investit concrètement. Donc, on va sur un événement. Là, on a participé au Run to Kick. On a été participé à des échanges aussi avec les personnes qui vont dans les hôpitaux. Donc, on se nourrit vraiment et de manière volontaire, on fait un peu de volontariat dans le core business de cette ONG. On l'avait fait avant avec Brussels Refugees, par exemple. On avait été une journée dans un camp, ici, dans la porte, j'ai oublié le nom du centre, mais on a été dans un centre pour accueil de réfugiés, passer la journée, voir ce qui se passe, le contexte. Donc, vraiment être baigné là-dedans et au final, donner un peu de notre aide. Je crois que ça passe quand même par là. Et puis le troisième, c'est le pilier communication, où on vient vraiment donner notre expertise concrète, mais on a été baigné aussi de tout cet impact et de toute cette vraiment de comprendre la cause avant de se plonger dans la communication. Donc ça, c'est un autre gros, je pense, pilier plus humain qu'on pousse à fond à l'agence. Et qui amène un peu plus de sens, je trouve aussi. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Dans l'ordre, tu as parlé de production, d'éco-production. J'ai fait un épisode dédié sur le sujet avec Alice Béjon, la fondatrice de A Better Prod, qui est du coup une agence en France qui est spécialisée dans l'éco-socio-conception audiovisuelle. Donc c'est l'épisode 19, je le remettrai dans les ressources. Tu as parlé, toujours dans la production, de si on doit avoir un chien sur un tournage, etc. Je remettrai le lien, mais il y avait cet exemple de La Vie. Je sais pas si tu t'avais entendu parler. Ils ont fait un spot. Donc La Vie, c'est des alternatives de viande, donc c'est du faux. Oui, je jambon. vois. Et ils ont fait un spot il y a quelques mois avec un cochon dedans. et en gros, ils ont fait tout un mini-film que j'ai trouvé plus intéressant que le spot publicitaire en tant que tel sur un peu backstage de OK, quid du cochon. Parce que en gros l'agence avec laquelle ils travaillaient leur a proposé ce spot publicitaire, ils étaient là tous méga emballés, genre c'est super idée créa, super idée de pub, mais en fait quand dans la réalité aujourd'hui si tu veux un animal sur un tournage, les conditions et surtout pour un cochon qui n'est pas un animal domestique sont beaucoup plus dark et en fait ils étaient là mais on peut pas juste prendre un cochon, l'arracher à sa mère pour faire de la publicité, et puis qui en fait après finira en abattoir parce que et puis pour de la publicité pour du faux jambon, ça n'a pas de sens. Mais je retrouverai la vidéo qui explique et comment en fait finalement ils ont trouvé un cochon qui dans tous les cas en fait a été sauvé de l'abattoir et est retourné dans une famille d'accueil, et en fait aussi le cochon a un cachet qui revient à cette famille d'accueil et vraiment juste pas à la famille d'accueil mais justement au setup de cette famille qui s'occupe de cochons blessés ou quoi, ou tombés d'un camion qui
aurait dû finir à l'abattoir. Bref, j'ai trouvé ça méga touchant et j'étais là, waouh, en fait, ça soulève plein de questions en fait, auxquelles on se pose pas d'habitude, quoi. Non, tout à fait. Et puis aussi, je crois que, et c'est un peu notre réponse à tout, tu vas venir, mais la créativité, c'est aussi être créatif, tu vois. C'est aussi bien dans les messages, parce que être durable et rendre le durable désirable, ça c'est un peu notre motto aussi à l'agence. Ça se passe par la création dans le message, mais aussi après création dans la manière dont être créatif dans la manière dont on peut le produire, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin sur set ? Est-ce que finalement on a vraiment besoin d'un cochon pour parler de ça ? Enfin, tu vois, ça pose plein de questions de qu'est-ce qui fait sens concrètement. Et en effet, est-ce que pareil, tu vois. Les créatifs, on a des blagues comme ça en interne où quand ils pensent à des spots télé, des fois les créatifs, ils ont besoin aussi des artistes, quoi. Mais chaque fois, je leur dis, les gars, pas d'hélicoptère. Enfin, tu vois, c'est un peu la manière de dire, n'allez pas dans des trucs improbables. Et si c'est le cas, alors venez, mais avec une manière un peu drôle. Genre, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un vrai, mais il y a un insert sur un petit hélicoptère jouet qui passe à l'écran. Ouais. Why not ? Mais trouvez-moi une manière créative pour que ça coûte pas un avion de chasse, en termes de coût, mais aussi en termes d'impact. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Mais par exemple, pour un de nos clients qui est une marque de vêtements français, il shootait partout. Enfin, la fashion, tu vois, ça shoot l'été en hiver, l'hiver en été, donc ça part à l'autre bout de la terre. Des coûts énergétiques, je te dis même pas, parce que t'as 25 personnes qui partent dans un avion pour aller shooter un mec en t-shirt au bord d'une plage. Voilà, pour du cible français, quoi, genre, donc pas nécessaire. Et donc, on avait revu tout le principe de dire, OK, mais en fait, il y a plein de choses en France. Comment est-ce qu'on peut shooter ça en France ? Pas spécialement, tu vois, aller au bout de la terre. Donc, ça a revu toute la manière d'eux. Et en même temps, ça fait sens pour la marque derrière. Parce que tu dis, c'est une marque française, shooter en France, ça fait sens. Donc, en fait, des fois, tu recolles aussi avec l'ADN de ta marque. Oui, ça fait plus de sens. Ouais. Mais tellement. Donc, c'est toujours une manière de... Aussi, il faut toujours utiliser la créativité pour ça. Mais ça a des fois aussi généré plein de décisions et de discussions qui amènent aussi un peu de fun dans le quotidien, quoi, concrètement. Donc, du coup, Pauline, là, on a parlé de ce qu'était une agence engagée, de votre certification B Corp. J'ai envie qu'on passe au troisième sujet qu'on s'était dit, discuter ensemble. On vit quand même une période un peu particulière, pour ne pas dire démoralisante, mais presque, où justement on a quand même énormément de changements et d'actualités politiques ou économiques qui fait que l'impact n'est plus une priorité déjà, premièrement, soit parce que les entreprises n'ont plus les moyens, soit parce que y a aussi une dynamique politique qui fait que avec ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, si on prend les sujets de diversité, etc., sont genre interdits. Et en fait, on commence à voir que ça concerne les États-Unis, mais ça a des répercussions aussi sur les entreprises françaises et belges, partout dans le monde. Toi, est-ce que déjà tu ressens ces freins déjà et comment tu le ressens par rapport à la poursuite de vos engagements chez R ? Alors oui, clairement, on le ressent très fortement. Je pense déjà humainement d'abord, parce qu'il y a quand même une grosse montée de peur qui est autour de nous. Montée des extrêmes, contexte économique d'inflation assez fort. Je veux dire, les priorités sont plus placées au même endroit personnellement, chacun a une vie personnelle. Et à un moment donné, où ça va être plus une question de nourrir sa famille que de penser à l'impact de ce qu'on achète. Donc clairement, on le sent personnellement, mais on le sent aussi professionnellement, cette montée des extrêmes-là. Je crois aussi parce qu'il y a vraiment on sent ce retour un peu de manivelle, tu vois, il y a 5 ans, comme je disais, gros boom des thématiques environnementales. Là, maintenant, c'est plus la priorité. Clairement, on le sent. Mais c'est pas une question on sent en tout cas, c'est pas un problème de valeur. C'est-à-dire que c'est pas que ça impacte. C'est pas que les gens changent de valeur. C'est juste qu'il y a une autre priorité qui est mise en avant et que c'est délaissé, c'est mis de côté au profit d'autres thématiques qui sont plus d'ordre vraiment plus vital, on va dire. Donc, mais on le sent concrètement au quotidien. Dans ce contexte où on le sent quand même fortement. Je crois qu'on doit rester vigilant aussi. Ça nous oblige en tout cas en tant que business à rester vigilant parce qu'il n'y a rien à faire. Maintenant, ces thématiques-là sont clairement balayées de côté. Un retour de manivelle sur le diversity and inclusion, retour de manivelle sur l'impact sociétal et économique. Donc c'est assez fort. Et tu le disais, même si c'est aux États-Unis que ça se passe, on est un peu au milieu des deux cocos là qui se battent. C'est loin de nous, mais en même temps c'est très proche en termes de business. Et ça se voit déjà dans pas mal de business au local que c'est plus la
la priorité. Et même plus, c'est clairement spoté comme un peu le point où en fait tu vas t'en prendre un petit peu si tu commences à me parler de ça. Donc il va falloir qu'on soit vigilant, je pense, nous, dans la manière dont on va traiter ça. Ouais. Et je dis vigilant parce que ça veut dire que pour moi, il ne faut pas le lâcher. Ouais. Clairement. Ça reste... C'est pas parce qu'un contexte ici arrive on doit balayer nos valeurs à la poubelle, surtout parce que je suis sûre que c'est juste une question temporaire et qu'à un moment donné, ça reste toujours le nerf de la guerre et que ça reviendra dans le top of mind, on va dire, et j'en suis persuadée. Et moi, en tout cas, j'en suis convaincue. Donc, on va pas balayer nos valeurs pour autant. Mais c'est sûr qu'on va devoir être plutôt réaliste par rapport au principe qu'on ne va pas pouvoir faire potentiellement exactement ce qu'on veut, ou que nos clients ne vont pas pouvoir avoir le choix de faire et de dire tout ce qu'ils veulent. Donc, on va être obligé de trouver un petit peu l'équilibre sans renoncer à nos convictions. On va devoir être malin un petit peu sur à quel niveau elles peuvent pénaliser notre business ou à quel niveau, en fait, on va pouvoir un petit peu continuer à avoir un impact. Et donc, c'est assez impressionnant, je pense, l'impact que ces personnes peuvent avoir sur le contexte global. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est au workshop, l'atelier écriture inclusive que j'avais donné auprès de ton équipe, où justement, moi, un des messages que je faisais passer, c'est aussi de dire il y a plein de manières de faire de l'écriture inclusive, dont des manières qui, en fait, sont pas le point médian, sont moins polémiques et finalement ne se voient pas. Ne se voient pas autant à la face que le point médian qui a tendance à énerver tout le monde, beaucoup de personnes. Et je trouve qu'être capable déjà de maîtriser ces différentes techniques et de pouvoir quand même les implémenter dans du copy, dans des ads, dans du contenu de site internet, etc. Parce qu'on les maîtrise et parce qu'en fait on en fait un pilier de base. L'épisode qui va sortir juste avant l'épisode qu'on enregistre là aujourd'hui, c'est sur l'accessibilité et c'était avec une agence UX qui disait en fait aujourd'hui l'accessibilité chez nous c'est un pilier de base, c'est plus une option, c'est la base. Parce que quand ça devient une option, comme l'accessibilité, comme l'inclusion, comme la responsabilité, en fait, ça fait que, dans des situations aujourd'hui, on est là, cette option-là, on ne peut pas la prendre, etc. Ouais. Si c'est de base, si c'est compris, si c'est le strict minimum, en fait, ça va faire en sorte aussi qu'on peut changer graduellement les choses tout en continuant à faire notre métier comme on le fait d'habitude, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je crois qu'il y a toujours aussi des choses qui sont très visibles et des choses qui sont en effet un peu moins visibles et sur lesquelles on peut continuer à appliquer le principe. Tout le principe des nouveaux imaginaires, tu vois. Donc, tout ce principe de dire, ça commence chez nous, chez la team créative, chez moi, justement. Et ce workshop d'écriture inclusive, ça fait partie de ces points de nouveaux imaginaires. C'est-à-dire, comment est-ce que dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans tout le travail créatif qu'on produit au quotidien et les campagnes qu'on produit au quotidien, on est les premiers responsables d'instaurer ces nouveaux imaginaires. On parle de potentiellement, montrer plus de personnes de couleur, montrer plus de all types of love, montrer plus de transmodalité versus quelqu'un qui est dans sa voiture systématiquement. C'est tous ces points-là qui, je pense, dans la manière dont on raconte les histoires, quel que soit le message fort qui passe en premier, il y a le message, caché derrière, on va dire, de ce qu'on montre dans le film. C'est ça qui est chouette aussi dans notre métier, c'est que j'aime bien le fait que ça se voit mais que ça se voit plus, tu vois, et que en fait, entre guillemets, quand je vais en parler à ma mère, on a fait tel spot, que ça va devenir juste commun de voir un same-sex marriage, de voir, peu importe quels sont les points, parce qu'il y en a évidemment beaucoup, que ça rentre juste dans le commun et qu'en fait, ça fait partie de la réalité maintenant, ça peut continuer à se faire, je pense. Alors oui, il y aura toujours, même dans ce contexte-ci, je veux dire, des business potentiellement qui limiteront certaines apparitions. Mais on peut continuer un petit peu de manière un petit peu réactionnaire, on va dire, un petit peu, tu vois, un petit peu point levé, de continuer à impliquer ces récits-là et ces images-là. Donc, il y a le facing front and back, on va dire, qu'on peut continuer à travailler sans pour autant perdre toute conviction. Et donc, ces nouveaux imaginaires, toute la nouvelle manière de communiquer, la nouvelle manière d'écrire les choses, tous ces points-là, c'est quand même des axes de travail où les convictions sont fortes et oui, il faut continuer à appuyer ça. Oui, puis je trouve que, on a un biais négatif dans le cerveau qui aussi a tendance à avoir le négatif. C'est comme ça, c'est un biais qu'on a de survie qui nous a permis d'être encore là aujourd'hui. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais c'est pas toujours dépendant de nous. Mais je pense aussi que dans des contextes comme ça, être capable encore de voir le positif, de voir les
mes actions, ce C'est sur crucial. quoi j'ai un levier d'action, ce que je peux faire, c'est très très important. J'ai eu une discussion très intéressante avec un ancien de mes professeurs d'école, un professeur de marketing, il n'y a pas longtemps, à qui j'ai demandé de faire la préface de mon livre et qui me disait Anaïs, je l'aurais fait avec plaisir, mais moi j'y crois plus. Ah ouais. Et j'étais là genre oh waouh. Effectivement, il y a plein de choses où moi je regarde les chiffres et genre je vois, je suis pas déconnectée de la réalité, je sais ce qui se passe, je sais qu'on va droit dans le mur, mais par contre si je décide de plus rien faire, bah déjà je ferai plus ça du tout en fait. Genre là je serais déjà dans le Vercors avec des chèvres et à regarder le soleil se lever et se coucher. Je serais juste à côté. Voilà. Dans la cabane à côté. C'est ça. Et en fait je pourrais pas continuer à faire ce métier si j'avais pas la conviction que mes actions avaient un pouvoir et ont une possibilité de changer les choses. Je voulais voir avec toi un peu, toi, qu'est-ce qui te redonne espoir aujourd'hui dans ton métier Alors, clairement, pour un peu jumper sur ce que tu dis juste avant, c'est hyper important de célébrer les petites victoires. Ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de continuer à nourrir au quotidien dans l'agence, pour moi-même et pour les autres au sein de l'agence. Déjà parce que dans le quotidien, tout ce qui se passe, etc., les journées sont chargées. C'est important de célébrer je dis les petites victoires parce que c'est vraiment les petites choses du quotidien, mais dès qu'il y a un truc positif qui se passe, qu'on arrive dans un projet ou dans une discussion, à avoir quelque chose de positif, on le célèbre vraiment, on essaie vraiment de le mettre en avant. Et je continue à le pousser. Donc déjà ça aide à nourrir le penchant positif de ton cerveau, de prouver que tous les jours, il y a quelque chose de positif à sortir de ça. D'ailleurs, avec mes copines, on l'a pour nous-mêmes, et je me suis dit que j'allais le faire pour l'agence. On a créé un petit groupe WhatsApp avec plein de copines, et ça s'appelle les wins de la semaine. Ah, je fais la même chose. C'est vrai? Oui. Mais c'est super. J'étais un peu dubitative au début, et au final, c'est trop chouette parce qu'en fait, c'est que du positif, quoi. Donc, je recommande à tout le monde d'avoir un énième groupe WhatsApp, mais qui est ça. Et hier, justement aussi, dans le même contexte Cherchons le positif, j'étais au Roller Coaster Festival, en gros événement d'entrepreneuriat féminin au Mix. Et j'ai entendu un truc qu'une des filles faisait, qui était, elle a un dossier sur son ordi qui s'appelle le dossier Doudou. Et en gros, dedans, c'est tout des screenshots ou des retours positifs de ses clients. Donc, dès que son client ou peu importe, mais bon, bref, lui donne c'est super ce que tu as fait, j'adore ce travail, etc., elle le met là-dedans. Et quand elle se sent un petit peu down, elle va revoir un petit peu les commentaires positifs. Donc, c'est favoriser et entraîner ça, c'est hyper important dans ce monde dans lequel on est juste projeté par du négatif au quotidien. T'ouvres le journal à ce moment-ci, c'est pas très très fun. Donc déjà ça, grosse recommandation de se nourrir de ça. Et sinon, comment est-ce qu'on... honnêtement, pour te répondre honnêtement, c'est pas tous les jours facile. Clairement, j'ai pas envie de dire en étant déjà une femme dans ce monde, c'est pas toujours facile. Mais clairement, il y a des jours où je me pose vraiment la question de est-ce que c'est pérenne ou pas. Donc il y a des doutes, il y a des remises en question. Mais à chaque fois, on essaie d'en parler et on voit comment on peut rebalancer l'équilibre pour retrouver un peu de positif, mais on finit toujours par en trouver, vraiment. On finit toujours par trouver un peu de positif. Et sinon, je pense que j'ose espérer et on va dire me baser sur l'humain qu'il y a au fond de nous tous, de me dire que quels que soient les tourments dans lesquels on passe, parce qu'il y en a eu beaucoup, je parle même purement dans le professionnel du terme, l'arrivée du digital c'était un gros tournant, la crise des bancaires, le Covid, on s'en est sorti à chaque fois, on a une résilience aussi énorme, je pense, en tant qu'humain, et nous à l'agence on le cultive beaucoup, cette résilience-là, et on a une capacité de s'adapter à tout ce qui arrive, quelle que soit la gravité de ce qui nous arrive en pleine tronche. On sera là pour y faire face et être résilient par rapport à ça. Et je crois que c'est la seule manière de l'aborder en se disant que quoi qu'il arrive, on trouvera quelque chose de positif là-dedans. Et voilà. Et si c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis ce sera autre chose. Et je crois que c'est aussi ça, le lâcher prise sur ça, il doit être là. Sinon, j'ai eu aussi mes phases où j'étais noyée par du Jancovici à longueur de journée. C'est pas toujours positif non plus. Je crois qu'il faut embrace la réalité de ce qui se passe autour de nous. Il faut quand même un peu se protéger, je crois, de ça. Donc ça, c'est aussi un autre point que je fais beaucoup. Enfin, j'essaye de quand même, c'est un peu nous protéger, parce que c'est important aussi de pas juste céder à la panique et de se dire, ok, on n'aura plus de taf dans 3 mois, on verra quand on y arrive, quoi. Et je crois que ça, c'est important. Et voilà, mais entre-temps, je pense qu'il y aura toujours des chouettes projets et des chouettes choses à faire. Et je continuerai, en tout cas, quoi qu'il arrive, moi et avec l'agence, tant que j'y suis, à tirer le maximum
la couette vers les messages positifs et l'impact. C'est ce qu'il faut, il nous faut plus d'agences comme ça. Ouais. Pauline, dernière question, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi ? Eh bien écoute, figure-toi qu'avant d'écouter ton podcast, c'était un peu flou pour moi. Et puis quand j'ai écouté quelques épisodes, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'on fait. Donc au final, je me retrouve très bien l'agence dans cette notion de slow marketing. Donc pour moi, c'est créativité, c'est de l'engagement créatif. C'est ça. J'aime beaucoup. Pauline, merci pour cet échange. Franchement, on aurait pu encore continuer des heures comme ceci. Merci, je trouve que ça fait du bien de voir du réalisme concret et positif. C'est-à-dire qu'on peut être réaliste et bien ancré dans les actions et dans qu'est-ce que je peux faire à mon échelle et qui peut faire la différence, quoi. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.